Comment ça marche? L'émission qui décortique l'actualité économique. Tous les lundis de 12h à 13h, Senabougail Jong passe en revue les grands sujets de l'actualité économique. Une heure de débat et d'analyse de l'actualité économique mondiale avec Comment ça marche sur la radio des affaires et de la consommation tous les lundis de 12h à 13h. Comment ça marche avec Senabougail Jong sur Trade FM, sur la radio des affaires et de la consommation tous les lundis de 12h à 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver une fois de plus depuis Diogo. Aujourd'hui, votre émission Comment ça marche, une fois n'est pas coutume, s'est déplacée de Dakar jusque dans la région donc de Diogo. Donc nous sommes ici dans la région de Thiès, dans la région de Thiès. Département de Tivaouane, où nous sommes justement au cœur de la zone des Niagnes, bastion donc des produits maraîchers, plus précisément à Diogo, commune de Darou, au Khoudos. La zone donc de Diogo polarise plus d'une vingtaine de villages où nous sommes justement, moi et mon équipe qui m'accompagne ce matin, nous sommes reçus par le président de l'Union de l'association des producteurs maraîchers de Diogo, Ngan Diop. Bonjour. Bonjour, Madame Djong. Alors, vous êtes donc à la tête de cette coopérative qui polarise environ 4 communes, Méré, Daourodos, Mehan et Taïb Ndiaye. Voilà. Alors, je suis également accompagnée de Monsieur Demba Diop. Bonjour. Bonjour, Madame. Alors, vous êtes justement commissaire au compte de l'Union de groupement de l'association maraîcher de Diogo. Effectivement. Merci donc de nous recevoir ici dans votre fief. Hein. Nous sommes à Diogo Diop, c'est ça? Oui. C'est d'après ce qu'on dit, c'est bien ça. Diogo Diop, oui. Alors, mesdames, messieurs, on va donc entrer dans le vif du sujet. Nous sommes donc à Diogo, où je suis justement dans le bureau de monsieur Ngan Diop, où durant tout au long de l'émission, nous allons tenter un peu de comprendre un peu l'importance donc de l'agriculture familiale, le rôle que cette commune, que cette zone joue justement dans ce qui est donc de l'approvisionnement des produits maraîchers de Diogo jusqu'à Tivaouane, de Tivaouane à Thiès, de Thiès à Dakar. Monsieur Diop, merci de répondre, de nous recevoir ici d'abord. C'est moi qui vous remercie. Alors, Diogo est une zone foncièrement agricole et produit d'importantes quantités de légumes très diversifiés. Alors, comment justement vous êtes venu l'idée de vous réunir en coopérative justement, et vous êtes donc le directeur de cette coopérative qui polarise environ 4 autres villages ou communes, je crois. Merci beaucoup, Madame Djong, de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir vous expliquer pourquoi on s'est réunis en coopérative. Donc, la coopérative que je dirige actuellement, qui est Copadine, c'est-à-dire la coopérative agricole pour le développement inclusif de Niayes, c'est une coopérative multifilière dans laquelle on trouve la pêche, l'agriculture, l'élevage et la transformation. Bon, vu les potentialités horticoles, pour ne pas dire agricoles, dans la zone de Diogo, c'est ce qui nous a incité à pouvoir nous réunir en société coopérative pour que au moins nous aurons l'occasion de pouvoir commercialiser toute la production qui parfois traîne ou bien et pourrissent parfois dans les exploitations, dans les périmètres maraîchers. Alors, avec la coopérative, qui est par exemple une société qui est à vocation, qui a un but lucratif, nous permettra de rendre des services à nos membres, qui sont nos coopérateurs, la plupart des producteurs, des transformateurs. Cette coopérative compte combien de membres? 2859 membres, dont 34% de femmes et 32% de jeunes. Et le reste, c'est des hommes. Donc les femmes, c'est la couche la plus importante. Ils sont représentatifs parce qu'il y a beaucoup de transformatrices au sein de la coopérative.
Et cette coopérative pour la zakat, comme vous l'avez dit tantôt, la commune de Darou Khoudoss, de Meké, de Meouane et de Taïba Ndiaye. Donc tout l'arrondissement de Meouane. Et quel rôle jouent, comment dirais-je, toutes ces communes-là justement dans la coopérative? Je suppose que par exemple Darou Khoudoss, Taïba Ndiaye, que chacune de ces communes-là joue un rôle spécifique dans la coopérative. Oui, parce que quand on dit de l'arrondissement de Meouane, on dit la commune de Darou Khoudoss, c'est la commune à vocation maraîchère. Oui. Donc la commune de Taïba Ndiaye, c'est la mangue. C'est la mangue. Oui, c'est la mangue. La commune de Meké et de Meouane, c'est le céréales en général. Il y a la mangue, mais également il y a la culture céréalière au niveau de ces 4 communes. D'où l'importance de cette coopérative multi-acteurs. Comme étant donné qu'il y a des producteurs donc, qui sont la plupart dans la zone dans la commune de Darou Khoudoss. Bon, la mangue, bon, le manioc, etc. Donc c'est au niveau de Taïba Ndiaye. Et bon, les céréales, en général, les niébé et mil, etc., c'est dans l'arrondissement de Meouane. Vous avez voulu justement regrouper toutes ces personnes-là autour d'une coopérative. C'est pour unir vos forces, justement. Oui, pour que chacun y trouve son compte. Il trouve son compte. Oui. Et après, comment se passe, je vais dire, bon, c'est vrai que là, nous sommes justement à Diogo, mais est-ce que justement, à Diogo, les femmes sont dans une dynamique de double culture durant l'année, ou bien jusqu'à présent, c'est juste la monoculture qui s'y pratique ici? Non, la culture est diversifiée au niveau de Diogo. Par exemple, comme vous le savez, bon, il y a le chou, il y a la carotte, il y a la pomme de terre, il y a les oignons, il y a l'aubergine, et toutes les spéculations horticoles sont réunies dans la zone des Niayes, plus particulièrement dans la zone de Diogo. Oui. Alors, est-ce que justement, à l'instant des autres régions, par exemple, comme la vallée du fleuve justement du Sénégal, est-ce que vous bénéficiez des tracteurs, de ces machines justement qui peuvent vous aider à fructifier et à doubler vos récoltes? Non, c'est pas la même chose, parce qu'ici, au niveau de la zone des Niayes, la modernisation de l'horticulture, la modernisation, tarde à venir. Oui, parce que bon, on a fait des demandes au niveau des DRDR, mais ça n'a pas encore vu ses fruits. Mais on a tout ce qu'on doit faire, on l'avait fait. On a écrit, on a envoyé nos demandes de tracteurs, mais jusqu'à présent, sans suite. Et est-ce que vous avez une idée justement de pourquoi ça tarde à prendre forme? Non, ça je ne peux pas vous dire grand-chose, parce que bon, on fait ce qu'on doit faire. Bon, c'est les décideurs qui décident, donc on attend les réactions. Alors, c'est une zone justement, c'est une zone foncièrement agricole et la spéculation justement qui est le plus produit ici, c'est le chou. C'est le chou. Oui. Comment se passe la dotation des intrants? Donc, étant donné que nous sommes une association légalement constituée. Donc, qui est la coopérative qui est née avec l'acte uniforme de l'OADA, qui est une plateforme de la CEDEAO, qui a son récépissé, son INE et tout ce qui s'ensuit. Donc, nous sommes vraiment une société coopérative qui est appuyée par l'Union européenne à travers un projet qu'on appelle le PACAO. D'accord. Le projet d'appui pour la compétition en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a deux productions qui sont phares. Pour la première fois, l'oignon et la mangue. Donc, c'est les produits phares du projet PACAO qui nous a permis de mettre en place. Mais vous ne produisez pas de l'oignon ici, alors comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce projet? C'est le projet PACAO qui spule que les spéculations phares, c'est l'oignon et la mangue. La mangue, oui. Mais ça n'empêche que aussi les autres spéculations sont tenues en compte. Donc chaque projet vient avec comme on le dit, avec ses exigences. Donc étant donné qu'il y a la mangue ici, il y a l'oignon mais à faible quantité. Mais comme c'est une coopérative qui peut aller même à Potou acheter de l'oignon, parce que c'est une société qui cherche des bénéfices, même s'il y a de l'oignon au niveau du Sine Saloum, au niveau du Sénégal, nous sommes habilités à aller là-bas
acheter et vendre pour avoir des bénéfices au sein de la coopérative. Donc, nous ne sommes pas limités dans l'espace de production quoi, de la spéculation. Donc, raison pour laquelle la coopérative, alors, est indépendante. D'accord. Elle n'est pas limitée dans tout le Sénégal, parce que comme c'est une plateforme qui est de la CEDEAO, on peut même aller dans les autres pays de la sous-région. Et par rapport à la dotation des intrants, comment est-ce que vous parvenez à les avoir? Donc chaque année, la direction de l'horticulture met à la disposition des producteurs maraîchers de la zone des Niayes, des intrants horticoles comme l'engrais par exemple, et que, étant donné que nous sommes reconnus, donc nous recevons notre part d'engrais subventionné à 73% par l'État. 73%. Oui. 73%, c'est suffisant pour toute la zone de Diogo et les 4 justement arrondissements. 73%, c'est le prix d'acquisition. C'est le prix d'acquisition des intrants. Mais c'est aussi un peu aussi nous saluons les efforts que l'État a consentis envers la production, envers les producteurs, mais néanmoins il peut aussi augmenter la subvention pour que l'accessibilité des intrants soit un peu vraiment à la portée des producteurs. D'accord. 73%, c'est la subvention. Maintenant, par rapport au nombre de sacs d'intrants que vous recevez, la quantité. L'année dernière, avec la coopérative, j'ai reçu 375 tonnes d'engrais subventionnés à 73%. Soit l'engrais NPK 10-20, 250 tonnes, et l'urée 46% à raison un nombre une quantité de 125 tonnes. Mais c'est pas. Nous saluons la volonté de l'État de nous donner ces intrants, mais c'est minime par rapport à la grandeur, à la taille de notre coopérative qui porte les 4 communes avec 2859 membres. Vraiment, presque si on 64%. Donc, c'est des producteurs. Et comment vous faites maintenant pour combler un peu le manquement, la marge? Comment vous faites? En tout cas, de toute façon, on fait la distribution au sein des membres. C'est avec un critère qui a été mis en place par le conseil d'administration réuni. Les bons sont venus, je leur ai dit on a tant d'engrais, comment on va faire? La clé de répartition a été discutée unanimement avec le CA qui a approuvé les décisions prises. Donc on a dit qu'on va faire ça un tiers pour les membres individuels et 2 tiers pour les personnes morales, c'est-à-dire les GIE, les GIE, parce qu'il y a des personnes morales, il y a des personnes aussi physiques qui sont au sein de la coopérative. Donc chacun a une part sociale. Pour les membres physiques, chacun achète une part de 25 000 francs. La part sociale, et pour les organisations, les personnes morales, 75 000 francs de part sociale. Alors que chaque année, les individuels, c'est-à-dire les personnes physiques, produisent 25 000 francs annuellement. C'est ça qui vous permet justement de fonctionner. Et les organisations, c'est-à-dire les personnes morales, produisent 75 francs également chaque année. D'accord. Alors, la spéculation justement qui est le plus produit ici, c'est le chou. Le chou, oui. Alors, pour cette année, combien de tonnes de chou justement Diogo a produit? Pour la campagne 2022-2023, parce que nous venons de débuter la campagne 2023-2024. Pour l'année dernière, c'est par période. Parce que les débuts de production, c'est le décembre 2022. Jusqu'à mars 2023, on a pu produire, je peux dire produire, mais vendu, commercialisé sur le marché de Diogo, 35 000 tonnes de choux. Et de mars à juin, c'est le moment de pic de production au niveau de Diogo, donc 89 000 tonnes.
et de juin jusqu'à août, 22 000 tonnes. Donc, ce qui fait au total 146 000 tonnes vendues dans les marchés de Diogo. Et que Diogo seulement, au mois d'août, il n'y aura plus de choux. Alors, les bana vont se rabattre sur Darou Khoudoss, la zone de Darou Khoudoss, oui, pour combler les 4 mois qui restent. Oui. Là, d'après les statistiques que j'ai pu récolter au niveau du marché de Darou Khoudoss, 1800 tonnes. Donc, ça prouve que toute l'année, la zone de Diogo, Darou Khoudoss, etc., fournissent les marchés de... Pas toute l'année, 9 mois sur l'année. 9 mois sur 12. Donc, je vous ai dit, décembre 2022 oui, jusqu'à août 2023, c'est Diogo qui fournit le maximum de choux dans la zone. Mais après le mois d'août, c'est Darou Khoudoss qui commence sa production. D'accord, ok. Darou Khoudoss prend le relais, oui. Le relais pour les 4 mois avec 1800 tonnes. Ce qui fait au total, Diogo et Darou Khoudoss, ça fait 147 000 tonnes, 800 de choux commercialisés. Mais la production est supérieure à ça. Parce que vous calculez les pertes post-récolte de 33%, on pourra avoir une quantité globale de la production vraiment du chou dans la zone de Diogo et de Darou Khoudoss. D'accord. On va revenir avec vous tout à l'heure, mais là je me tournais auprès donc de monsieur Demba Diop, qui est donc le commissaire au compte de l'Union. Alors vous, quelle est justement la tâche qui vous est dédiée au sein de l'Union des maraîchers de Diogo? Bon, moi je suis le commissaire au compte de l'Union, donc c'est moi qui, par exemple, assure le bon fonctionnement de l'Union, de tout ce qui est ressources et redistribution de nos produits, par exemple les subventions, les dotations et tout ça, on les gère, nous, et assure une bonne distribution. D'accord. Alors, c'est vous qui vous chargez justement de tout ce qui est subvention, dotation. En cette année, justement, 2023, la zone de Diogo a reçu combien en dotation, en subvention de l'État ou des organismes, justement des ONG, pour venir en aide? Pour cette année, on n'a pas encore reçu de subvention parce que, comme vous le voyez, nous sommes en début de campagne et parfois les subventions et les dotations tarde un peu à venir. C'est pourquoi on n'a pas exactement les chiffres pour dire on a reçu tant et tant de subventions ou de dotations. En tant que commissaire au compte, comment vous faites alors pour fonctionner si vous ne recevez pas de dotations et de subventions? Comment vous faites pour fonctionner? C'est facile de faire marcher une union sans dotation et subventions? Oui, particulièrement c'est très difficile comme dans toutes les autres filières. On confronte à des problèmes de financement, donc on débrouille à nos moyens de bord en attendant les subventions et dotations. C'est ça. Alors tout à l'heure, il y a M. Diop qui m'a fait comprendre que justement que les membres cotisent. Est-ce que justement cette cotisation des membres aussi permet aussi de faire tourner la boîte également? Oui, les cotisations, ça nous permet ça permet à l'Union de fonctionner. Par exemple, il y a des formations et des réunions à assister. Donc, ce sont des fonds de roulement qui permettent à l'Union de survivre financièrement. Alors, est-ce que également c'est votre rôle ici de savoir justement les quantités justement de fruits qui sortent de Diogo quand c'est vendu? Comment se passe le retour? C'est vous également qui vous en occupez? Non, pour cela, ce sont les producteurs qui assurent ça parce que c'est eux qui cultivent le sang et leur commercialisent et c'est à leur compte de faire ça. Donc vous ne rémunérez pas les maraîchers, vous ne les rémunérez pas? Si, okay. On a un registre pour tous les maraîchers, on a leur quantité de production et tout ça. Voilà. Et les maraîchers sont rémunérés à hauteur justement de la quantité de la tonne de choux ou de spéculation produit? Oui, c'est exactement ça parce que ça dépend
à la production de chaque maraîcher qu'on va, par exemple, faire le financement ou bien les dotations et tout ça. Parce que tous les producteurs n'ont pas les mêmes capacités de production et tout ça. Et quelles sont justement, je vais dire, les femmes qui produisent le plus? Est-ce que, en cette année, par exemple, est-ce que c'est le chou? Bon, je sais que le chou, c'est la spéculation le phare, mais en fait, il y a d'autres arrondissements également qui polarisent la coopérative. Est-ce que, par exemple, le mil aussi est bien rémunéré, l'oignon, la mangue et autres? Les spéculations sont par rapport à leur zone de prédilection. Par exemple, si tu viens à Diogo, c'est le sou, mais si tu vas à Ngaye et environ, il y a le mil, le niébé, et à Darou Khoudoss, il y a le mangue. Donc, c'est par rapport à ça qu'on fixe les spéculations d'abord pour mieux gérer la commercialisation et déterminer les marchés locaux. Alors, je suppose qu'en tant que commissaire au compte, mieux les spéculations se vendent, mieux vous portez. Ah, si. Parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Oui, oui. Parce que nous, en tant que commissaire au compte, c'est pratiquement les flux actifs et passifs qui nous font, qui font notre travail phare et visible. Okay. Donc s'il y a vente et commercialisation, ça nous permet aussi de bien faire notre travail. Alors, comment s'est passé en grosso modo cette année 2023 pour vous en termes de passifs et d'actifs qui rentrent dans les caisses? Oui, cette année, comme vous le faites, nous sommes en période de début de commercialisation. Mais si on ne doit pas faire un petit bilan de l'année 2022 qui est écoulée, donc comment est-ce que vous pouvez, quelle serait un peu votre grille de lecture par rapport à ça? En 2022, nous avons confronté à, comme toujours, des problèmes de commercialisation, de mévente et tout ça. Donc, les récoltes sont abondantes, mais sont supérieures et tout ça. Mais il y a aussi un déficit par exemple, je ne peux pas dire de déficit, mais il y a un problème de mévente. Par exemple, si tu récoltes les sangs, à peine à leur perdre, on est obligé de vendre ça à des prix vraiment, à des prix tellement faibles. Mais, Okay, je vais revenir vers vous avant la fin de cette émission. Alors, Monsieur le Président, Monsieur Ngane Diop, qu'est-ce qui explique que à chaque fois, justement, dans la zone de Diogo, vous produisez plus que vous n'en vendez? Vous avez toujours des problèmes de mévente. C'est quoi ce problème? Et pourquoi est-ce que jusqu'à présent, vous n'êtes pas parvenu justement à résorber cette équation? Donc, cela veut dire que, bon, étant donné que il y a beaucoup de producteurs dans cette zone-là et qu'il est très difficile de pouvoir les gérer un à un, de les canaliser et de dire que chaque producteur doit produire tant, parce que parfois c'est le marché qui conditionne la production. Tout à fait, c'est vrai. Parfois le marché, demande beaucoup de production, parfois aussi, vu aussi, par exemple, les prix. Parfois, comme que c'est la loi du marché, l'offre et la demande, parfois la demande est supérieure à la production, à l'offre. Donc là, il y a les prix qui grimpent, quoi. Donc il y a aussi parfois le marché est débordé, quoi, de production, parce que les producteurs, comme je le dis tantôt, on ne peut pas les quantifier chacun leur production, parce que chacun produit de son côté, et sans pour autant avoir aussi les besoins réels du marché. C'est ce qui chacun produit, et la production mûrisse d'un coup, et que le marché est abondé. Donc là, les prix baissent.
Donc le problème que nous avons, c'est pouvoir cartographier les producteurs et de savoir chaque producteur combien de tonnes de choux ou d'autres spéculations ils produisent pour pouvoir gérer le marché. C'est ça, les statistiques. Ça nous manque beaucoup. Ça vous manque. Ça nous manque très bien. Alors justement, il y a la coopérative, il y a la coopération JICA également qui vous aide un peu dans ce sens pour vous permettre justement à produire ce dont le marché a besoin. Je crois que c'est un programme CHIPS, vous pouvez nous en parler un peu plus. C'est un programme CHIPS, donc vraiment ça nous aide beaucoup parce qu'il nous donne de l'approche CHIPS qui est une approche vraiment adaptable à toutes les activités maraîchères et d'autres. Donc avant de produire, le producteur doit aller d'abord vers le marché pour recueillir les informations, les exigences du marché en quantité et en qualité, pour pouvoir lier des contrats, aller assister à des forums d'affaires, des voyages d'affaires, pour pouvoir décrocher des clients. Par exemple, si on part à Dakar, par exemple, au marché Thiaroye, bon, on va tâter le marché. On va une prospection là-bas. Voir combien de commerçants, la capacité du marché à absorber votre chou, votre production. Donc là, après on va convoquer des réunions auprès des producteurs, de dire que tel client a besoin de tel chou, de telle quantité, est-ce que vous pouvez produire ça à un tel prix? Mais les prix aussi, ça pose des problèmes. Parce que la contractualisation, parfois, tu peux contractualiser avec un commerçant, par exemple, à raison de 15 000 francs le sac de chou. Au moment où le chou est produit, le prix grimpe dans les marchés. Alors, ça, il y a un problème. Bon, parce que le producteur, lui, il cherche de vendre plus. C'est vrai. Alors déjà, ça, c'est un autre problème, notre boulot d'entanglement. Le respect des deux parties, des contrats. À maintenir le contrat. Les contrats. Parce que le commerçant, par exemple, le contrat vient à terme. Donc le chou, c'est 15 000 francs. Alors que 15 000 francs, c'est le sac de combien? De 50 kilos. 50 kilos. C'est un exemple. C'est un exemple, oui. C'est le chou, le sac varie entre 17 000 au début jusqu'à 50 000 à la fin. Bon, et 2 500 à 3 000 au moment du pic de production. Donc, au moment du pic de production, si tu avais contractualisé avec un commerçant à, par exemple, 15 000 francs et que le sac de chou coûte au moment du pic de production à 2500, vous voyez ce que ça coûte. Ah oui, c'est vrai que le commerçant ne va pas vouloir acheter à ce prix. Alors ici aussi, les prix vont à 50 000 francs et que vous avez contractualisé avec le commerçant avec 15 000 francs, le producteur ne va pas aussi. Est-ce que justement, c'est pas aussi là aussi l'importance de pouvoir aussi respecter la date de livraison? Parce que je pense que les prix grimpent aussi en période pendant le temps de livraison aussi, parce que si vous avez peut-être, raté la date de livraison aussi, c'est vrai que le prix puisse baisser. Mais bien sûr. Donc ça c'est l'importance, comme vous le dites, de respect des dates de livraison. Donc, mais aussi pour les dates de livraison, aussi la façon aussi de produire le produit. Tout à fait. Que le commerçant parce que le chou sénégalais aussi souffre un peu de sa qualité aussi sur le marché. Oui, sur le marché. Donc il y a le marché a ses exigences. Parce que ce que nous ce que vous voulez, ce que nous conseillons aux producteurs, vraiment de minimiser les produits chimiques, c'est-à-dire comme l'engrais chimique, etc., et de maximiser les engrais organiques pour pouvoir avoir une bonne qualité et une bonne conservation du produit. Oui, mais on sait également que les producteurs sont aussi dans un souci de surproduction, parce que pour eux, plus ils produisent, plus au fait, ils auront plus de gains. Alors qu'en réalité, c'est l'effet inverse qui reçoivent
En retour? Bien sûr, parce que bon, comme au début de campagne, début de commercialisation. Bon, c'est une course vers à la montre. Donc chacun veut produire le premier pour avoir un bon prix. Parce que dans la première production, donc les produits sont... le marché demande donc une production de qualité. Mais avec la précipitation des producteurs pour gagner le marché, donc ça pose problème. Donc si les producteurs parviennent à avoir des commerçants au niveau national ou international pour faire des contractualisations, et que sûrement ils auront la tête reposée et savent que bon, à telle période, ma production sera achetée. Donc je n'ai pas d'inquiétude. Donc je prends tout mon temps pour faire de la qualité. Mais ça c'est ce qui fait défaut dans la zone des Niayes. Alors, comme c'est des approches qui sont nouvelles, donc c'est pas encore bon. Donc la mise en application sur le terrain n'est pas encore bien maîtrisée. Donc nous sommes vraiment en train de voir les voies et moyens pour pouvoir vraiment que les producteurs se l'approprient. C'est l'approprié quoi, de l'approche qui vraiment règle 90% des problèmes de la commercialisation au niveau de la zone des Niayes. Justement, restons toujours avec la commercialisation. Le 20 décembre, c'est dans quelques jours, ça sera justement le gel des importations de l'oignon importé. Vous allez justement vous rendre à l'ARM pour pouvoir en discuter. Quelle sera un peu la démarche de cette coopérative et est-ce qu'aujourd'hui Diogo est dans les capacités de pouvoir fournir tous les marchés de Diogo jusqu'à Dakar en chou, en quantité et en qualité? Mais bien sûr que oui, parce que le chou de Diogo n'est pas desservi toujours à Dakar, mais dans tous les marchés locaux. Du Sénégal, à Touba, à Kaolack, à Diourbel, à Mbour, et à Thiès, et même dans la sous-région, en Mauritanie. Mais en Gambie, il y a le chou du Sénégal et de Diogo qui part jusque là-bas. Donc, si l'État multiplie ses efforts en nous dotant, par exemple, d'infrastructures qui aptes à... on va y arriver, mais en attendant, je veux vraiment qu'on puisse vraiment, s'attarder un peu sur justement le gel, parce que pendant des mois, il n'y aura plus du chou importé. Donc la responsabilité revient à la région du Diogo de pouvoir fournir tous les marchés du Sénégal en chou. Donc aujourd'hui, quelle est aujourd'hui votre capacité à pouvoir fournir tous les marchés du Sénégal en chou de qualité et en quantité? Donc je suis convaincu que les maraîchers de la zone de Diogo, en particulier la zone des Niayes en général, parce que le chou est cultivé de Dakar jusqu'à Saint-Louis, et dans les autres poches, même au fond du Sénégal, comme vers le Sine Saloum, etc. Bon, il y a des produits de chou là-bas. Donc c'est la production de chou, donc c'est une production qui est nationale. C'est sûr que bon, avec le gel de l'importation, le Sénégal est capable et sera aussi très possible que le marché du Sénégal sera fourni en qualité de chou. Donc, mais il faut aussi que l'État aussi fasse un petit effort en dotant de ces moyens-là, comme je viens de le dire. Les moyens de transport, par exemple, parce qu'il faut aussi des bonnes routes, il faut aussi des bons véhicules pour pouvoir justement fournir le marché, rationner les marchés. Frigorifiques, bon, comme vous le dites, des routes pour que vraiment le produit aille rapidement, va accélérer rapidement au marché des marchés locaux. Alors, M. Diop, comment se fait-il que la zone de Diogo jusqu'à présent ne soit pas encore dotée de magasins de stockage et d'une chambre froide? C'est ce qui nous inquiète, nous tous les producteurs, c'est ce qui nous inquiète. Mais avec l'ARM, ils sont en train de construire une chambre froide à Fass-Boye, qui est une chambre froide multifonctionnelle qui va observer de combien de taille? La carotte,
Et je crois 40 000 tonnes, D'accord. pour la carotte et le chou. Mais c'est en phase de construction. En phase de construction, ce n'est pas encore terminé, quoi. On est en train de construire la chambre froide à Fass-Boye pour la carotte et pour le chou de la zone de Diogo. Mais est-ce que 40 000 tonnes, ça peut engloutir justement toute la production de Diogo en chou et la production de carottes de Fass-Boye? Il y a aussi des prévisions. Il y a aussi des prévisions, quoi. Il y a d'autres chambres froides qui doivent être construites au niveau de Ndiop-Sao. Au niveau aussi de la commune de Darou-Khoudoss, dont Fass fait partie. Donc, dans toute la zone d'Enya, je crois à Mbor aussi, ils ont prévu de construire une chambre forte là-bas. Donc, mais c'est des projets, quoi, qui ne sont pas encore réalisés, mais peut-être sous peu de temps. En entendant justement que ces projets-là se réalisent, quel est aujourd'hui, votre plan B pour pouvoir justement conserver votre production? Parce que dans quelques jours, vous allez inonder le marché de votre production du chou. Mais on n'a pas de moyens, on n'a pas d'alternative. C'est de produire et vendre, au lieu de produire pour vendre. Donc si nous avions des chambres froides, nous pourrons stocker nos produits là-bas et vraiment alimenter au fur et à mesure selon le besoin du marché. Mais étant donné qu'on n'a pas ces infrastructures, on est obligé de bazarder nos productions. Et les conséquences sont très énormes parce que parfois les banques nous donnent de l'argent. On ne parvient même pas à satisfaire, à honorer le remboursement. Donc on est en train de bazarder. Et comme les intrants sont chers, la semence est chère, l'engrais par exemple, comme l'année dernière, l'engrais c'était à 35 000 francs. Mais avec l'avènement de la coopérative Copadine, on a pu briser les prix en revendant l'engrais aux membres de la coopérative à raison de 20 000 francs le sac au lieu de 35 000 francs. 35 000. Et là, c'est une perte pour vous. Et donc, aussi pour l'engrais 10-10-20, c'est-à-dire NPK, pendant ce temps-là, l'année dernière, on vendait le sac à 25 000 francs. Alors, on est donné à nos coopérateurs à 14 000 francs. Bien, parce que si on peut le faire ainsi, c'est que l'État a fait un effort de pouvoir nous subventionner à la hauteur de 73%. Donc on a gagné un peu, mais aussi les producteurs ont gagné plus. Parce qu'au lieu d'acheter 35 000 francs, tu as 20 000 francs. Donc tu as 15 000 francs de bonus. C'est des services rendus à ses membres. Donc vu cela, ça explique l'importance d'adhérer dans des coopératives pour pouvoir au moins bénéficier de ces services-là qui étaient vraiment salués l'année dernière par l'ensemble de tous les coopérateurs de Copadine. Alors, la campagne de commercialisation commence dans quelques jours. Disons, c'est le 20 avec le gel justement des importations du chou. Combien justement de tonnes seront ventilées dans les différents marchés du Sénégal en chou? Donc pour le premier temps, comme on le dit, oui, pour la première tranche. Pour la première tranche, comme je l'ai dit, comme j'ai déjà des notions avec les rapports passés. Donc au premier temps, c'est sûr que la production vendue commercialisée au niveau du marché de Diogo pour la première fois, donc ça va varier entre 35 000 tonnes à 40 000 tonnes. 40 000 tonnes. Oui. Et vous pensez pouvoir faire une bonne campagne de commercialisation cette année? Oui, j'espère. Les perspectives sont bonnes? J'espère, c'est très bonne même. Parce que vu la cherté des intrants de l'engrais, donc la production sera encore de qualité meilleure. Parce qu'avec l'engrais urée, ça fait mûrir rapidement la production, mais comme il y a l'engrais très cher, là où tu vas mettre 5 sacs, tu vas mettre au moins 3 sacs. Le reste sera complété par l'engrais organique. Donc on aura une bonne production de qualité et donc vraiment qui peut se conserver quoi. Est-ce que le marché de Thiaroye qui est à Dakar justement est l'un des comment dirais-je est l'un des plus gros clients, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, Dakar a ses exigences. C'est quoi les exigences, justement? Le marché de Thiaroye, c'est les petits calibres.
Les D'accord. Dakarois aiment les choux à petit calibre. Les petits calibres. Alors qu'au niveau de Touba, au niveau de Diourbel, c'est les gros calibres. Ok. Parce que là-bas, Donc chaque marché a son exigence. Donc je vais taquiner un peu les... Donc vous faites le tri avant de pouvoir, oui. Parce que les gens de Diourbel, de Touba, ils disent qu'au niveau de la grosse chou, des gros choux, parce que là-bas, c'est le couscous qui domine, c'est les céréales, donc avec les feuilles de chou. Donc c'est pour faire la sauce, là, comment on appelle-t-on? Donc je vais... la chose quoi de couscous quoi de tchéré. Je vais taquiner un peu les Ndiayen. Par contre à Dakar c'est les petits calibres. Oui. Parce que là-bas bon comme vous le savez donc les tchéboudiens prônent là-bas. Donc etc. quoi. Est-ce que justement vous pensez à mettre en place, à construire par exemple des infrastructures qui puissent justement transformer ces choux, parce qu'il y a beaucoup de méventes finalement et vous ne savez pas trop quoi en faire. Donc une fois j'ai rencontré une femme de l'ITA. Oui. Bon, lors du bilan horticole de l'ARM à Thiès, alors elle m'avait dit que bon il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le chou. Hein. Voilà. Bon, donc c'est ce qu'on appelle en général le chou, c'est le médicament des pauvres quoi. Donc il y a des vertus médicinaux, etc. et tout ce qui s'ensuit. Et puis pour te donner un exemple, le chou est très bien pour l'obésité. Par exemple, les salades de chou à jeun le matin. D'accord. Alors ça lutte contre l'obésité. Oui. Donc l'État doit faire des efforts pour orienter par exemple les transformatrices vers le chou, qui est un produit vraiment médicinal. Et puis aussi c'est un produit vraiment qu'on peut transformer. Oui, mais justement, comme vous avez beaucoup de méventes, est-ce que vous pensez à installer des unités de transformation pour pouvoir, par exemple, transformer le chou au profit des femmes pour absorber un peu la production et fructifier leur revenu? C'est pour vous donner de la valeur quoi, au chou. Voilà la valeur du chou, une valeur ça fait partie ajoutée, de nos objectifs, mais avec les moyens tarde à venir quoi. Mais on est en train de voir avec les partenaires, dans notre plan, dans notre business plan quinquennal, vraiment toutes ces perspectives-là sont incluses dans le plan quinquennal. Donc nous sommes en train à la recherche de partenaires pour pouvoir aussi solutionner ces problèmes qui gangrènent parfois l'économie interne de la coopérative. Quelle est aujourd'hui la place de l'agriculture familiale ici dans la zone? La culture familiale joue un rôle très important, occupe une place de première classe dans l'économie nationale. Parce que les exploitations familiales, comme son nom l'indique, ça crée des main-d'œuvre. Des main-d'œuvre familiaux. Et puis aussi ça contribue aussi à l'autosuffisance alimentaire, surtout à la base. Donc c'est un rôle vraiment très important dans l'alimentation de la population sénégalaise. Donc l'État doit nous aider à sécuriser les exploitations familiales pour que vraiment... En quoi faisons? En nous dotant des titres de propriété, parce que nous sommes dans une zone qu'on appelle la zone de restauration des Niayes, qui est régie par la loi de 1957, dont on ne peut pas avoir des titres de propriété. Parce que je crois que c'est une zone à vocation peut-être minière, je ne sais quoi. Donc, un de ces 4 matins, les miniers, les infrastructures minières peuvent venir nous réclamer leurs terres. Et nous sauter. Donc nous demandons à l'État de nous sécuriser les terres, au moins qu'on puisse avoir des titres de propriété, de telle sorte que si une industrie minière veut s'installer dans ces zones-là, donc on va se réunir autour d'une table de négociation pour que vraiment le producteur ne soit pas lésé à 100% ou à 90%. Est-ce que justement aussi, au vu de la forte potentialité de la zone, est-ce que vous pensez à rentrer en collaboration avec ISRA et les autres instituts de développement et de recherche pour justement améliorer la qualité du chou, parce que la qualité aussi est fortement décriée
voilà, et accompagner aussi les paysans à disposer de plus de variétés de légumes. D'accord. Et faire peut-être de la double culture. Oui, parce que moi qui vous parle, comme je suis le président d'un centre d'école de démonstration en agroécologie pour la commune de Darou-Khoudoss. Alors que je suis en partenariat avec CDS. Donc on a des variétés de pommes de terre à tester dans le champ. Donc pourquoi ne pas les multiplier avec le chou? Donc c'est un champ d'école de démonstration en agroécologie. Bon, toutes les circulations sont les bienvenues. Donc nous pourrons aussi, avec les champs d'école, le développement des champs écoles dans la zone de Niaï, pour vraiment régler ces problèmes de qualité et de choix des producteurs et l'exigence du marché également. Alors, la zone aussi, c'est une zone fortement minière aussi parce qu'il y a des industries minières. Je crois que le zinc, le zircon, le phosphate est produit ici. Est-ce que la production justement ou l'exploitation de ces mines ont un impact pour la production sur vos récoltes? Mais bien sûr, il y a des impacts, je peux dire néfastes, parce que vraiment, par exemple, quand ils viennent, ils prennent tes terres. Bon, certes, ils vous indemnisent, mais je donne un exemple. Si tu as par exemple, 1 hectare de terre, et que dans cet hectare-là, tu parviens à avoir des revenus annuels de, par exemple, 4 millions, alors quand ils viennent, ils t'indemnisent, par exemple, 2 millions. À hauteur de 2 millions. Et que là-bas, bon, tu perds ces terres-là, bon, est-ce que ça c'est rentable pour le producteur? Donc, il faut qu'on revoie les barèmes d'indemnisation au niveau de la zone de production. Parce que le barème, là, c'est minime. Donc, s'il pouvait faire, par exemple, la durée de l'exploitation de la surface prise du producteur durant l'exploitation, ce que le producteur obtient de par exemple, 4 millions, par exemple, est-ce que, bon, il ne serait pas mieux de payer ça chaque année durant le moment, le temps que les miniers, l'industrie minière fait sur cette surface-là, chaque année lui donner ces 4 millions jusqu'à la durée de l'exploitation. Mais te donner une petite somme et que tu t'en vas, donc c'est rendre le producteur pauvre. Et que tu es obligé de changer de profession que tu ne maîtrises pas. Bon, un producteur qui ne connaît que la terre, tu lui donnes de l'argent, donc il va aller vraiment vers d'autres cieux, explorer aussi d'autres professions, là où il ne maîtrise pas. À la fin, à la longue, bon, il devient encore plus pauvre. Il va échouer. Ouais, c'est le rendre plus pauvre. Donc, il faut qu'on revoie avec les miniers là, les barèmes d'indemnisation au niveau des producteurs. C'est là où le bas blesse. D'accord. Alors, Monsieur Demba Diop, vous qui êtes commissaire au compte de l'Union, justement, de groupement et association des producteurs maraîchers de Diogo, nous savons justement que les maraîchers et les producteurs ont un problème de financement, ou du moins, quand ils parviennent à l'avoir, ils ont un problème de remboursement. Comment est-ce que justement vous vous débrouillez pour pouvoir honorer vos créances auprès des banques, pour pouvoir justement, comment dirais-je, vous portez garant pour les producteurs qui veulent des crédits auprès des banques? Oui, parfois on accompagne les producteurs à avoir des financements au niveau des banques, mais à la longue, c'est très difficile pour le remboursement parce que, comme vous le savez, Ngagne l'a si bien dit, on a des problèmes de vente après récolte. Après les périodes de bonne récolte où les récoltes sont abondantes, on a des problèmes de commercialisation. Vous l'avez souligné tout à l'heure, nous n'avons pas certes, nous avons les ressources naturelles, les terres sont là, on a l'eau en abondance, mais on n'a pas des moyens stratégiques. Par exemple, on n'a pas de chambre froide, on n'a pas des pistes de magasins d'espoir et des pistes de production et tout ça. L'accès au sang est très difficile. Oui, on a des problèmes de vente. Si, par exemple, je vous donne un exemple. En période de récolte abondante,
par exemple, l'aubergine coûte 50 francs par kilogramme. Et vous voyez, c'est très difficile d'en sortir et de rembourser nos dettes après les récoltes. Et est-ce que, au vu de tout ce que vous venez de dire, il y a les banques quand même qui sont promptes à vous accompagner, ou bien c'est toujours la croix et la bannière pour avoir un financement auprès des institutions bancaires? Oui, auparavant les banques étaient là parce que c'était un peu meilleur, mais dans ces temps-ci, on voit les banques se retirer progressivement parce que les gens ne payent plus, ils n'ont plus de... Et si les banques se retirent, vous finalement, quelles seront après vos alternatives? Est-ce que vous pensez avoir des alternatives? Parce que les banques aussi, c'est vrai, ils sont dans un souci de profit. Oui, comme vous le dites, les banques sont là pour tirer profit à leur gré. Donc, s'ils ne voient pas les gens payer ou on a des difficultés de rembourser, donc ils n'ont qu'à se retirer. Donc, les producteurs souffrent de financement et de quelque chose à mettre sur les sangs pour survivre. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, l'agriculture familiale ou sociale joue un rôle très important parce que ici, notre principale activité, ce sont les sangs. Sans les sangs, on n'a pas les moyens de survivre et tout ça. Okay. Merci. Alors, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Comment ça marche? Nous avons justement eu la chance de tourner ici à Diogo, donc je crois que c'est le département de Tchouaou, non? Oui. Voilà, commune de Daoukhoudos. Alors, Monsieur Ganjob, qu'est-ce qu'on peut finalement vous souhaiter? Vous allez dans quelques jours aller justement à Dakar pour essayer un peu de parler avec l'AREM au vu justement du gel de l'importation du chou. Qu'est-ce qu'on peut finalement vous souhaiter? Avoir justement un prix de vente meilleur déjà que ce que vous avez? Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement? Vous pouvez nous souhaiter arriver là-bas à l'AREM, qu'on trouve un consensus, un terrain d'entente pour qu'on puisse vraiment trouver des alternatives avec l'État pour qu'on puisse vraiment geler la production du chou. Parce que vraiment, les marchés du Sénégalais sont vraiment je peux appeler ces bondés de choux qui proviennent du Maroc. Alors que vraiment, nous avons nos choux vraiment de bonne qualité dans la zone des Niayes. Donc nous souhaitons que vraiment arriver là-bas à l'ARM, nous trouverons vraiment une entente entre les producteurs, et les commerçants et l'État pour qu'on puisse fixer au moins. Je ne peux pas fixer parce que le chou n'est pas encore normalisé, comme je peux l'appeler ainsi, comme la pomme de terre des sacs de 25 kilos, comme l'oignon, mais on tend vers ça. Pour qu'on vous pourriez avoir justement une idée par rapport au prix des sacs? Oui, parce que les sacs, à peu près, il y a des sacs de 50 kilos, ça varie entre 60 kilos, etc. Ça dépend de la grosseur du chou et de la qualité du chou. Donc le minimum, c'était fixé lors d'une étude faite par le PADEN, que le chou vraiment ne doit pas descendre au-dessus de 300 francs le kilo. 300 francs le kilo. C'est-à-dire 15 000 francs les sacs de 50 kilos. Merci beaucoup, M. Ganjob. Alors, M. Demba Diop, commissaire au compte, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de cette année et la campagne justement de consultation qui va s'ouvrir dans quelques jours? Donc, on souhaite vraiment une commercialisation meilleure par rapport aux dernières années parce que voyant les champs, on voit nettement que la production est prometteuse. Donc, on souhaite vraiment avoir de bons prix pour rendre à nos combattants cultivateurs de s'en sortir. Merci beaucoup, M. Demba Diop, commissaire au compte de l'Union de regroupement et association des producteurs de maraîchers de Diogo. Monsieur
Ngane Diop. Merci beaucoup. Je suis Merci aujourd'hui beaucoup, entourée de ma famille, Diop. Mesdames, Messieurs, merci. C'est tout pour cette émission Comment ça marche que nous avons donc eu la chance d'enregistrer ici dans le département de Tuaon, dans la zone de... Je remercie également toute l'équipe qui est derrière moi, Khalilou Sek pour la partie technique et Ibrahima Aka qui nous a justement transporté en toute sécurité de Dakar jusqu'ici. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain et je vous laisse justement en compagnie des programmes de la radio Trade FM. Et également, un bonjour à notre équipe qui est à la fois au FIDAC, justement pour les besoins de la 30e édition de la FIDAC. Merci et portez-vous bien. Comment ça marche? L'émission qui décortique l'actualité économique. Tous les lundis de 12h à 13h, Senabou Jong passe en revue les grands sujets de l'actualité économique. 1 heure de débat et d'analyse de l'actualité économique mondiale avec Comment ça marche sur la radio des affaires et de la consommation tous les lundis de 12h à 13h. Comment ça marche avec Senabou Jong sur Trade FM, sur la radio des affaires et de la consommation tous les lundis de 12h à 13h.